Ma fille pensait que j'étais devenue un fardeau. Elle et sa famille chuchotaient dans mon dos, se donnant des coups de coude pour être patient avec ma lenteur, par politesse. Et puis, un jour, ils me l'ont dit en face, que j'étais trop lente pour vivre avec eux. Je suis restée assise là, silencieuse, à écouter, comme si leurs mots étaient vrais. Mais quand ils sont partis travailler, je leur ai montré à quelle vitesse je pouvais agir. Et quand ils sont rentrés à la maison, leurs affaires les attendaient déjà sur la pelouse. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Barbara Miller. J'avais 68 ans lorsque j'ai rangé le reste de mes affaires dans 3 valises cabossées et que j'ai quitté la maison où Harold et moi avions élevé notre famille. Après son décès, les murs de cette maison me semblaient trop vastes, trop pleins de souvenirs qui pesaient sur moi, comme la chaleur estivale qui s'accrochait à Saint-Charles, dans le Missouri, chaque mois d'août. Ce n'était pas seulement le silence qui le rendait insupportable. C'était la façon dont le silence portait des échos de rires, de disputes, de rêves chuchotés, tard dans la nuit. La maison était un musée d'une vie qui n'existait plus. Quand ma fille Caroline a suggéré que j'emménage avec elle et son mari Trevor, cela m'a semblé être une bénédiction. Elle l'a dit si facilement, de ce ton calme et pragmatique qu'elle avait toujours utilisé pour résoudre les problèmes des autres. « Maman, c'est tout simplement logique, a-t-elle dit. Tu ne devrais pas être seule. » Et moi, fatiguée de traîner dans des pièces vides, fatiguée des réparations sans fin, des tuyaux qui fuient, des marches du porche qui s'affaissent, j'ai accepté sans trop réfléchir. Leur maison était plus récente, plus grande, nichée dans un lotissement bien entretenu, où chaque pelouse était tondue avec une précision militaire, et chaque boîte aux lettres brillait sous le soleil de l'après-midi. La maison elle-même avait un large porche avec des fauteuils à bascule que je n'ai jamais vu personne utiliser, et de grandes fenêtres encadrées par des rideaux soigneusement repassés. À l'intérieur, tout sentait légèrement le nettoyant au citron et la moquette neuve. Ce n'était pas un endroit qui s'était encore approprié son âme. C'était un endroit qui attendait encore de devenir un foyer. Caroline et Trevor m'avaient aménagé un espace au rez-de-chaussée, une petite chambre d'amis qui donnait sur le jardin. Ils avaient placé un lit contre un mur, une commode près de la fenêtre et un minuscule bureau poussé dans le coin. Sur le lit se trouvait une courte pointe à fleurs que je reconnaissais de mon ancienne chambre d'amis, une que j'avais cousue moi-même des années auparavant, quand mes mains étaient monde plus stables et mes yeux plus vifs. Cette petite attention m'a fait croire un instant que cela pourrait fonctionner. Au début, ce fut le cas. Je me suis occupée, trouvant de petites façons d'être utile. Je préparais les dîners, je pliais le linge, je balayais le porche. Caroline louait poliment mais distraitement mes efforts, de la même manière qu'on féliciterait un enfant d'avoir fait son lit. Trevor m'a remercié une fois d'avoir raccommodé une déchirure dans sa chemise de travail, mais la gratitude fut brève, s'effaçant déjà de son esprit avant même qu'il ait fini de parler. Je me suis dit que c'était suffisant. Je me suis dit que les familles s'adaptent, qu'il nous faudrait du temps pour trouver un rythme. Après tout, j'avais passé des décennies à apprendre aux enfants à naviguer dans le monde. Je pouvais sûrement réapprendre à trouver ma place dans la maison de ma propre fille. Mais les signaux subtils de malaise étaient là dès le début, même si j'ai choisi de ne pas les voir. La façon dont Caroline réarrangeait la cuisine après que je l'ai organisée. La façon dont Trevor soupirait
quand je mettais trop de temps à faire mes lacets à la porte. La façon dont les conversations au dîner semblaient un peu me dépasser, me laissant hocher la tête poliment, trop lente pour suivre le courant. De petites choses, presque invisibles au début, comme des fissures capillaires dans une vitre. Mais avec assez de pression, même les plus petites fissures peuvent s'ouvrir en grand. J'ai redoublé d'efforts. Je me suis faite plus discrète, me retirant dans ma chambre après le dîner, écoutant la télévision bourdonner à travers les murs fins. J'ai décliné les invitations à les rejoindre lors de sorties, sentant le soulagement derrière leur insistance forcée. Je me suis dit que la solitude était préférable au fait d'être un fardeau. Il y avait des moments, bien sûr, où je me permettais de rêver autrement. Des matins où je sirotais un café sur le porche et j'imaginais Caroline me rejoindre, nous deux enveloppés dans une conversation silencieuse comme nous le faisions autrefois quand elle était petite. Des après-midi où j'entendais des rires du salon et je souhaitais qu'ils m'incluent. Des soirs où je regardais le coucher de soleil par la petite fenêtre de ma chambre et je me souvenais de ce que c'était que d'être nécessaire. Mais la réalité, comme souvent, avait des angles plus vifs. J'ai commencé à remarquer les regards qu'ils échangeaient par-dessus ma tête quand je parlais trop lentement ou que je leur demandais de répéter. J'ai remarqué la façon dont Trevor ajustait sa montre chaque fois que j'hésitais avant de répondre à une question. J'ai remarqué comment la voix de Caroline se tendait quand elle devait m'expliquer quelque chose 2 fois. Lente. Le mot s'est installé dans ma poitrine comme une pierre. Je ne m'étais jamais vue de cette façon auparavant. J'avais enseigné à des générations d'enfants, géré des ménages, fait du bénévolat à la bibliothèque, organisé des événements communautaires. J'avais construit une vie, brique par brique. Mais maintenant, à 68 ans, mes pas mesurés, mon élocution délibérée, ma prévenance, toutes les choses qui m'avaient autrefois bien servi, étaient devenues des handicaps. Ils ne l'ont pas dit à voix haute, pas au début. Mais les mots ne sont pas le seul moyen de communiquer sa déception. C'était dans la façon dont Caroline a cessé de me demander mon avis sur les questions ménagères. C'était dans la façon dont Trevor a commencé à parler de moi à la 3e personne en s'adressant aux enfants, comme si j'étais un meuble placé maladroitement dans le salon. C'était dans la façon dont ils ont commencé à me traiter, non pas comme une participante à leur vie, mais comme un obstacle à contourner. Pourtant, je me suis accrochée, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On s'accroche plus longtemps qu'on ne le devrait. On leur trouve des excuses. On se convainc que la faute doit être la sienne, que si seulement on essayait un peu plus fort, qu'on souriait un peu plus, qu'on restait un peu plus silencieuse, les choses redeviendraient comme avant. Mais les maisons construites sur des fissures finissent par s'effondrer. Et les illusions aussi. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, où ma simple question sur les horaires scolaires des enfants a été accueillie par des soupirs et des regards en coin, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé par la fenêtre l'obscurité grandissante. Le jardin était vide, la balançoire que Trevor avait construite pour les enfants se tenait silencieuse et immobile. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à construire une vie, pas parfaite, mais réelle, pleine de rires, de disputes et de jours ordinaires qui se sont tissés en quelque chose de durable. J'ai pensé à Harold, à la façon dont il m'aurait serré la main et m'aurait dit que la maison était là où nous étions ensemble. Et j'ai réalisé, avec une clarté qui faisait plus mal qu'elle ne guérissait, que je n'étais plus chez moi. J'étais une invitée, un inconvénient toléré, une relique d'une vie qu'ils avaient se dépasser.
La partie silencieuse et têtue de moi, celle qui avait vu des générations d'enfants s'épanouir sous ma patiente direction, s'est réveillée. Elle a murmuré que je n'avais pas encore terminé, que je méritais plus qu'un coin poussiéreux de la vie de quelqu'un d'autre, que la vitesse n'avait jamais été la mesure de la valeur d'une vie. Je suis restée assise là un long moment, la maison s'installant autour de moi, l'horloge tic-tacant régulièrement dans le couloir. Et quelque part au fond de moi, une décision a commencé à prendre racine. Ils pensaient que j'étais lente. Ils avaient tort. Au début, les fissures sont apparues si subtilement que je me suis presque convaincue qu'elles n'étaient pas là. La vie avec Caroline et Trevor suivait un schéma calme et prévisible. Je me levais tôt, bien avant que le reste de la maisonnée ne s'agite, et je me déplaçais sur la pointe des pieds dans ma routine matinale pour ne déranger personne. Je préparais le café, assise près de la fenêtre de la cuisine dans la pénombre, regardant le monde se réveiller. Au moment où Caroline descendait, parfaitement habillée et composée, j'avais déjà essuyé les comptoirs, redressé le salon et nourri le chat. Elle souriait, parfois, distraitement, murmurant un merci sous son souffle, tout en faisant défiler son téléphone. Je prenais ce que je pouvais, portant ses remerciements désinvoltes, comme des médailles épinglées sur un uniforme vide. Trevor, quant à lui, me parlait rarement, sauf si c'était nécessaire. Au début, j'attribuais cela au stress du travail, un emploi exigeant dont il se plaignait souvent à table. Mais au fil des semaines, les regards qu'il me lançait sont devenus plus courts, moins patients. Sa tolérance s'amenuisait de jour en jour, une corde s'effilochant fil par fil. Le premier vrai signe est apparu un samedi matin, lorsque j'ai tenté d'aider dans le jardin. Cela faisait des années que je n'avais pas travaillé la terre, mais mes mains se souvenaient des gestes, même si mes genoux protestaient. Je me suis agenouillée avec précaution à côté des parterres de fleurs, arrachant les mauvaises herbes tenaces qui menaçaient les rosiers méticuleusement arrangés de Caroline. J'ai perdu la notion du temps, la sensation de la terre entre mes doigts, apaisant quelque chose de brut en moi. Quand Caroline m'a trouvée, son sourire était tendu, presque cassant. Elle m'a dit que la prochaine fois, je devrais simplement laisser faire les paysagistes. Ces mots étaient mais légers, presque enjoués en surface, mais le sous-entendu était vif, indubitable. Elle ne voulait pas de mon aide. Elle ne voulait pas que ma présence laisse des traces sur sa vie impeccable. Le deuxième signe est apparu pendant le dîner de famille. J'avais proposé de préparer un repas, un simple poulet rôti avec des légumes. Le genre de repas qu'Harold et moi aimions partager le dimanche soir. J'ai passé des heures à le préparer, fredonnant doucement, remplissant la maison des odeurs chaudes et réconfortantes de chez soi. Quand le repas a finalement été servi, Caroline a picoré poliment dans son assiette, mais Trevor n'a fait aucun effort pour cacher son mécontentement. « C'est un peu sec », a-t-il dit, en poussant sa nourriture avec sa fourchette, sans même lever les yeux vers moi. La prochaine fois, on pourrait peut-être juste commander à emporter. La cruauté désinvolte de ses propos m'a stupéfiée. J'ai souri et hoché la tête, ravalant la boule épaisse qui montait dans ma gorge. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que j'avais cuisiné pour moi, pour le souvenir d'une maison qui n'existait plus. Mais dans le silence qui a suivi, le repas que j'avais préparé avec tant de soin s'est transformé en cendres dans ma bouche. À partir de ce soir-là, les dîners de famille sont devenus de plus en plus rares. Caroline et Trevor prétextaient souvent des réunions de travail tardives, des événements scolaires, n'importe quoi, pour éviter de s'asseoir avec moi.
Je prenais la plupart de mes repas seul, une silhouette silencieuse, au bout d'une longue table à manger, destinée au rire et à la conversation. Les petites humiliations se sont accumulées jour après jour. Un après-midi, j'ai entendu Trevor dire à un voisin que c'était un véritable ajustement d'avoir Barbara à la maison, sa voix empreinte d'une patience forcée. Une autre fois, Caroline m'a proposé de m'acheter une tablette pour que je puisse me divertir au lieu de traîner dans les pattes. Elle l'a dit en riant, mais le message était clair. J'étais un vieux meuble qu'ils avaient hérité à contre-cœur et qu'ils ne savaient pas très bien où mettre. Même les enfants, autrefois si chaleureux et désireux de passer du temps avec moi, ont commencé à suivre l'exemple de leurs parents. Ils ont cessé de me demander de leur lire des histoires pour s'endormir. Ils ont cessé de m'inviter à leurs matchs de football ou à leurs récitals de piano. Ils ont appris, comme les enfants le font toujours, en regardant les adultes autour d'eux, absorbant les leçons silencieuses, enseignées par les regards, les soupirs et les subtils changements de langage corporel. Pourtant, j'ai essayé. J'ai proposé d'aider aux devoirs, de faire des courses, de garder les enfants lorsque les horaires se compliquaient. Chaque offre a été accueillie par un refus poli, comme si ma simple volonté d'être utile était un fardeau qu'il devait décliner avec douceur. Je me suis surprise à me retirer de plus en plus dans ma petite chambre, les murs se refermant un peu plus chaque jour. J'ai rempli mon temps de mots croisés, de projets de tricot, de vieux romans relus, jusqu'à ce que les pages deviennent molles à force d'être utilisées. J'ai fait de longues promenades dans le quartier, admirant les pelouses bien entretenues et les rangées de boîtes aux lettres identiques, prétendant que j'avais ma place ici, parmi les vies soigneusement organisées. Mais même à l'extérieur de la maison, je le sentais, les légères hésitations des voisins, les regards qui se détournaient trop vite, l'exclusion subtile des conversations. Je ne faisais pas partie de ce monde. J'étais tolérée, au mieux. La fissure finale et indéniable est apparue un matin, lorsque j'ai égaré mes clés. Je les avais posées dans la cuisine, distraite en déchargeant les courses, et quand je ne les ai pas trouvées, une panique vive et aiguë m'a envahie. J'ai fouillé chaque surface, chaque tiroir, retraçant mes pas encore et encore. Caroline m'a trouvée dans la cuisine, les larmes me piquant les yeux, fouillant dans une poignée de reçus et de menues monnaies. « Maman, dit-elle, l'exaspération perçant, à travers son ton soigneusement mesuré. Tu ralentis, c'est tout. » Elle a souri après l'avoir dit, comme pour adoucir le coup. Mais le mal était déjà fait. Ralentir. Les mots ont résonné dans mes oreilles, longtemps après qu'elle ait quitté la pièce. J'ai retrouvé les clés plus tard, cachées sous un sac de pommes sur le comptoir. Mais ce n'étaient plus les clés qui comptaient. C'était la compréhension qui s'était installée, froide et lourde, dans ma poitrine. Peu importe à quel point j'essayais, peu importe à quel point je me faisais petite, peu importe à quel point je laissais derrière moi ma vie d'avant, je ne serais jamais assez rapide, assez vive, assez jeune pour m'intégrer à nouveau dans leur monde. Les fissures n'étaient plus invisibles, c'étaient maintenant des gouffres béants, fendant les fondations de tout ce que j'avais si désespérément essayé de reconstruire. Et quelque part au fond de moi, une nouvelle résolution a commencé à poindre. S'ils pensaient que j'étais lente, s'ils croyaient que j'étais un inconvénient, ils allaient savoir à quelle vitesse je pouvais bouger quand cela comptait vraiment. Le matin de la conversation a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillée avant le reste de la maison, la faible lumière grise filtrant à peine à travers les lattes des stores de ma petite chambre. Je me suis déplacée avec précaution.
mettant en mouvement des articulations douloureuses, m'habillant de mon pantalon habituel et d'un pull doux, le tissu aminci par d'innombrables lavages. J'ai traversé le couloir sur la pointe des pieds et je suis entré dans la cuisine, le parquet craquant faiblement sous mes pantoufles. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac rythmé de l'horloge au-dessus de la porte du garde-manger. Je me suis occupé à faire du café, me déplaçant avec la lente efficacité qui m'avait si bien servi dans les matins agités d'une vie plus jeune. J'ai sorti 2 tasses du placard, sachant que Caroline et Trevor descendraient bientôt. J'avais toujours cru que les petites attentions construisaient les fondations d'un foyer, et bien que des fissures se soient formées depuis longtemps dans le nôtre, je continuais à poser ces briques, têtues et pleines d'espoir. Je remuais du sucre dans ma tasse quand j'ai entendu le bruit sourd de pas au-dessus de ma tête. Quelques minutes plus tard, la voix de Caroline a flotté dans les escaliers, basse et sèche, suivie de la réponse bourrue de Trevor. Je n'ai pas saisi les mots, mais le ton était sans équivoque, de l'irritation, une tension qui couvait juste sous la surface. Je me suis assise à la table de la cuisine, mes mains enserrant la tasse chaude, faisant semblant de ne pas entendre. Une vie de maternité m'avait appris l'art de la surdité sélective. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait plus lourd ce matin-là, le genre de poids qui précède une tempête. Caroline est entrée la première dans la cuisine, les cheveux tirés en une queue de cheval serrée, les yeux cernés par l'épuisement de trop de nuits agitées. Elle se déplaçait vivement, sortant des boîtes de céréales du garde-manger, versant du jus d'orange dans des verres. Trevor a suivi, sa chemise débraillée, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Ils m'ont à peine reconnue. Je suis restée assise là, petite et invisible, sirotant mon café et essayant de ne pas empiéter sur la tension délicate qui crépitait entre eux. Puis Caroline a parlé. « Maman, on peut parler 1 minute ?» Sa voix était trop désinvolte, trop répétée. La façon dont elle s'est perchée sur le bord de la chaise, en face de moi, la façon dont Trevor s'est appuyé silencieusement contre le comptoir, les bras croisés, m'a tout dit avant même qu'elle n'ouvre à nouveau la bouche. J'ai posé ma tasse avec précaution, me préparant au nœud froid qui se formait dans mon estomac. Caroline s'est éclairci la gorge, jetant un coup d'œil à Trevor pour obtenir son soutien avant de se retourner vers moi. On a réfléchi, a-t-elle dit, ces mots lents et délibérés, comme si les choisir avec soin pouvait adoucir le coup. C'est juste que on se sent un peu à l'étroit ces derniers temps. À l'étroit. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, les larges comptoirs, la table à manger pour 6 personnes, le plan d'étage ouvert caverneux qui aurait pu accueillir une petite armée. À l'étroit. J'ai hoché la tête, gardant un visage neutre. Caroline a pris cela comme une permission de continuer. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de toi ici, maman. C'est juste que, avec le travail, les enfants, les horaires et tout, ça devient plus difficile à gérer. Et on a remarqué, eh bien, que tu sembles avoir du mal à suivre. Avoir du mal. Le mot a atterri plus lourdement qu'il n'aurait dû. Trevor s'est déplacé, s'éclaircissant la gorge. Il a repris là où Caroline s'était arrêtée, sa voix basse et mesurée, comme s'il expliquait quelque chose à un client difficile. On pense que ce serait mieux, pour tout le monde, si tu avais un endroit plus adapté à ton rythme. Mon rythme. J'ai avalé difficilement, refoulant la piqûre aiguë de l'humiliation qui montait dans ma poitrine. Caroline a souri, un sourire fragile et anxieux.
Il y a de très belles résidences pour seniors à proximité, des logements indépendants, beaucoup de commodités, des gens de ton âge. Ça pourrait être vraiment bien pour toi. Bien pour moi. Comme si être poussé hors de la maison de ma fille, être étiqueté comme un fardeau trop lent pour leur vie, était un cadeau enveloppé de gentillesse. Je suis restée très immobile, la cuisine se brouillant autour des bords de ma vision. J'entendais le réfrigérateur bourdonner plus fort, l'horloge tic-taquer à mon oreille comme une provocation. Pendant un instant, j'ai eu envie de les supplier, de leur rappeler qui j'avais été, de leur parler des nuits où j'étais restée éveillée à coudre des costumes d'Halloween à la main, des matins où j'avais conduit Caroline à l'école après avoir travaillé toute une nuit au restaurant, de leur demander s'ils se souvenaient de la femme qui s'était tenue à chaque match de football, à chaque récital de piano, applaudissant avec un cœur plein de fierté. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais que ça ne changerait rien. À leurs yeux, je n'étais plus la femme qui avait construit une vie brique par brique, qui avait surmonté chaque tempête et célébré chaque joie. J'étais juste quelqu'un qui se déplaçait trop lentement dans leur monde trépidant, quelqu'un qui ne s'intégrait pas parfaitement à la vie qu'ils avaient construite sans moi. J'ai forcé un sourire, petit et tendu. « Je vois », ai-je simplement dit. Caroline a expiré, soulagée, prenant mon calme pour un accord. « On t'aidera à regarder quelques endroits », a-t-elle offert vivement, pour que ce soit aussi facile que possible. Trevor a hoché la tête, comme si l'affaire était réglée. La conversation a rapidement changé après ça. Trevor s'est versé un café. Caroline a préparé les déjeuners des enfants. La vie a repris, comme si rien ne s'était passé, comme si les fondations de mon monde n'avaient pas été nonchalamment démantelées à la table de la cuisine. Je suis restée assise là longtemps, après leur départ, mes mains reposant mollement sur la table, mon café refroidi depuis longtemps. Le silence a grandi autour de moi, épais et suffocant. Et puis, dans ce silence lourd et douloureux, quelque chose a changé en moi. Pas une rupture, un durcissement. Je ne plaiderai pas pour une place dans leur vie. Je ne les laisserai pas dicter ma valeur avec des sourires à moitié sincères et des mots prudents. Je ne me laisserai pas reléguer dans un coin du monde qu'ils jugeaient approprié pour quelqu'un d'aussi lent que moi. Ils voulaient que je parte. Ils auraient exactement ce qu'ils demandaient, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient, et pas à la vitesse dont ils me croyaient capable. Je me suis levée de table, les pieds de la chaise raclant doucement le carrelage. Il y avait des plans à faire, des décisions à finaliser. Ils avaient fait leur mouvement. Il était maintenant temps pour moi de faire le mien. Les jours après la conversation à la table de la cuisine se sont déroulés dans une immobilité étrange, une sorte d'accord silencieux, pesant lourdement dans l'air. Caroline et Trevor ont vaqué à leurs occupations, me traitant avec une politesse fragile qui était presque pire qu'une hostilité ouverte. Chaque interaction était empreinte d'une patience prudente, chaque mot pesé et mesuré pour ne pas paraître cruel, et pourtant chaque moment portait la piqûre aiguë du rejet. C'était comme être une invitée qui avait abusé de son hospitalité, mais qui était trop têtue pour partir sans finir son café. Je continuais à faire ce que j'avais toujours fait, cuisiner, nettoyer, plier le linge, mais maintenant, je le faisais mécaniquement, chaque mouvement creux et dépouillé de chaleur. Je ne m'attardais plus sur les repas, ni n'essayais d'entamer des conversations. Je ne posais plus de questions sur les projets scolaires des enfants, ni ne suggérais des promenades du soir. Je suis devenue une ombre, me déplaçant silencieusement d'un coin de la maison à un autre,
invisible et inutile. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un mercredi après-midi, sous un ciel si bleu qu'il en semblait presque moqueur. Caroline m'avait demandé de garder les enfants quelques heures pendant qu'elle faisait des courses. J'ai accepté, bien sûr, heureuse de l'occasion d'être utile, de me sentir connectée, même brièvement. J'ai passé la matinée à faire des biscuits avec les enfants, à les aider avec leurs devoirs, à écouter leur bavardage excité sur un nouveau jeu vidéo qu'ils étaient désespérés de convaincre leurs parents d'acheter. C'était l'un de ces rares jours qui semblaient presque normal, presque entier. Quand Caroline est revenue, les enfants ont couru pour l'accueillir, lui fourrant des biscuits dans les mains, bavardant les uns par-dessus les autres. Elle a souri, les a serrés dans ses bras, a loué leur talent de pâtissier, et m'a à peine jeté un coup d'œil. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que c'était suffisant de voir les enfants heureux. Plus tard dans la soirée, après le dîner, j'ai entendu une conversation qui a brisé le peu de paix que je m'étais accroché. Je pliais du linge dans la buanderie du rez-de-chaussée, une tâche qui était devenue mon refuge, quand j'ai entendu la voix de Trevor flotter depuis la cuisine. Son ton était vif, empreint de frustration. « Elle ralentit tout, a-t-il dit. Tu as vu le temps qu'il lui a fallu pour préparer les enfants. C'est comme si elle était bloquée au ralenti. » « Elle a de bonnes intentions, a répondu Caroline, sa voix tendue par l'épuisement. Mais ça devient plus difficile, Trevor. J'ai l'impression qu'on a un autre enfant à charge. Je suis restée figée, une serviette humide, glissant de mes mains sur le sol. Un autre enfant. C'est comme ça qu'il me voyait maintenant. Pas comme une mère, pas comme une grand-mère, pas même comme une personne qui avait passé sa vie à construire, à nourrir, à se sacrifier. Juste un autre fardeau. J'ai reculé discrètement de la porte, mon cœur battant douloureusement contre mes côtes. J'ai monté lentement les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente, et je me suis retirée dans ma chambre. J'ai refermé doucement la porte derrière moi, et je suis restée là, dans la pénombre, les murs familiers se refermant sur moi. Je me suis assise au bord du lit, mes mains tremblant légèrement sur mes genoux. J'ai fixé la courte pointe qui recouvrait le matelas, celle que j'avais cousue avec amour tant d'années auparavant, les coutures nettes et régulières malgré ma vue défaillante. Chaque carré de tissu contenait un souvenir, un morceau d'une vie passée à donner tout ce que j'avais à des gens qui trouvaient maintenant ma simple présence gênante. Le poids de leurs mots s'est posé sur ma poitrine, froid et suffocant. Je leur avais tout donné, des années d'amour, de soutien, d'appels téléphoniques nocturnes, de babysitting d'urgence, d'aide financière lorsque l'entreprise de Trevor a trébuché. Et maintenant, j'étais réduite à un problème à gérer, un obstacle à écarter. Ce n'est pas la colère qui m'a envahie à ce moment-là. C'est la clarté. Une compréhension soudaine et perçante que, peu importe à quel point je les aimais, peu importe à quel point je m'étais sacrifiée, je ne serais jamais rien de plus pour eux maintenant qu'un obstacle. Je ne passerai pas un jour de plus dans une maison où mon existence était une corvée à endurer. Je ne les laisserai pas dicter les termes de ma vie. Je suis restée assise là un long moment, la maison s'installant dans son silence nocturne autour de moi, le son lointain de la télévision en bas se mêlant au tic-tac de l'horloge près de mon lit. Et j'ai pris une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Je me suis levée du lit, mes jambes stables sous moi. Il n'y a pas eu de rage, pas de larmes, pas d'explosion dramatique. Seulement un sentiment de but silencieux et déterminé. S'ils pensaient que j'étais trop lente pour suivre leur vie,
Ils allaient bas et voir à quelle vitesse je pouvais changer la mienne. J'ai rassemblé mes affaires méthodiquement, n'emballant que ce qui comptait dans les 2 valises que j'avais apportées avec moi il y a des mois. J'ai plié mes vêtements avec soin. J'ai rangé les quelques souvenirs qui avaient encore un sens. Tout le reste, les cadeaux que je leur avais faits, les innombrables petits témoignages d'amour et de travail, pouvaient rester. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais pas besoin de m'accrocher à une vie où je n'étais pas désirée. J'ai fini de faire mes bagages juste au moment où l'horloge de grand-père en bas a sonné minuit. Une heure appropriée pour les fins. J'ai placé les valises près de la porte de ma chambre et je me suis de nouveau assise au bord du lit, le cœur calme, l'esprit clair. Demain, pendant qu'ils seraient même sortis, je finirais ce qu'ils avaient recommencé. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, c'était à mon tour, et je ne serais pas lente à le faire. Le matin après ma décision, s'est levé clair et frais, une fine brume s'accrochant au bord des pelouses, bien entretenues à l'extérieur. Je me suis réveillée avant que la première lumière ne touche le ciel, l'air de ma petite chambre encore lourd du poids du choix que j'avais fait. Mais je n'ai ressenti aucune hésitation, aucune peur, seulement un sentiment d'urgence silencieuse, une préparation calme qui s'est installée dans mes os comme un vieil ami. Je me suis habillée de vêtements confortables, un jean, une simple chemise, des baskets, des vêtements qui ne gêneraient pas mes mouvements, des vêtements pratiques, pour une tâche pratique. J'ai attaché mes cheveux en un nœud bas, j'ai glissé ma vieille alliance à mon doigt, et je me suis tenue un moment à la fenêtre, regardant les premières lueurs de l'aube poindre à l'horizon. C'était une belle journée pour changer. Caroline et Trevor étaient partis tôt pour le travail, sortant de la maison en trombe, dans un nuage de pas pressés et de conversations à moitié terminées. Les enfants étaient à l'école. J'étais seule dans la maison. Un fait qui ne me semblait plus isolant, mais libérateur. Je me suis déplacée méthodiquement à travers les pièces, en commençant par la chambre principale. J'ai commencé par leurs vêtements, sortant des robes et des costumes des placards, les pliant soigneusement en piles. J'ai emballé les clubs de golf coûteux de Trevor, les sacs à main de marque de Caroline, les boîtes de chaussures qui bordaient le sol. J'ai travaillé rapidement, mais avec soin, traitant leurs biens avec un respect qu'ils avaient depuis longtemps cessé de m'offrir. Chaque article que j'emballais ressemblait à une autre brique retirée du mur qu'ils avaient construit entre nous. La chambre d'amis a suivi, ironique, vraiment, considérant comment j'étais devenue l'invitée perpétuelle dans leur maison. J'ai rassemblé le linge de rechange, les coussins décoratifs, les cadeaux de mariage non ouverts qui prenaient la poussière depuis des années. Je les ai mis dans des boîtes, les empilant soigneusement près de la porte d'entrée. Je suis passée au salon, emballant des photos encadrées, des vases et d'autres bibelots dans de vieux journaux que j'ai trouvés dans le garage. La maison a commencé à se vider, pièce par pièce, les murs se débarrassant lentement de la vie qu'ils avaient déconstruite sur les fondations que j'avais autrefois posées pour eux. Quand j'ai atteint la cuisine, je me suis arrêtée un moment, mes mains posées sur les comptoirs en granit frais. Cette pièce avait été autrefois le cœur de ma propre maison, remplie des odeurs de pain frais, de ragoûts mijotant sur la cuisinière, des rires d'enfants résonnant sur les murs. Ici, c'était devenu un lieu de jugement silencieux et de repas maladroits. J'ai emballé la vaisselle, les couverts, les gadgets qu'ils insistaient pour acheter, mais qu'ils utilisaient rarement. J'ai vidé le garde-manger de leurs céréales biologiques et de leur thé importé. J'ai essuyé les comptoirs jusqu'à ce qu'ils brillent.
Chaque action était délibérée, intentionnelle. Ce n'était pas un acte de colère, c'était un acte de reconquête. Une fois le rez-de-chaussée emballé et organisé, je suis passé au garage. Il était encombré d'outils que Trevor n'utilisait jamais, de boîtes que Caroline avait l'intention de donner, mais ne l'avait jamais fait, de vélos que les enfants avaient dépassés. J'ai tout trié, séparant ce qui pouvait partir et ce qui devait rester. J'ai laissé leurs vieilleries en tas près des poubelles, et j'ai chargé le reste dans l'allée. À midi, la cour avant était un labyrinthe de boîtes, de sacs et d'affaires soigneusement empilées. Les voisins qui passaient ralentissaient leur voiture, tendant le cou pour voir le spectacle qui se déroulait sur la pelouse manucurée. Je ne leur ai prêté aucune attention. Qu'ils se posent des questions. Que les chuchotements commencent. Je n'avais rien à cacher. J'avais loué un petit box de stockage la veille, un espace modeste, dans un entrepôt de l'autre côté de la ville. Je n'avais aucune intention de jeter leurs affaires. Je les stockerais proprement, de manière responsable, et je laisserais la clé avec un mot poli. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais à tourner la page. J'ai appelé une société de déménagement, expliquant que j'avais besoin d'aide pour transporter les affaires d'une maison dans un box. Ils ont promis d'arriver dans l'heure. Je me suis assise sur les marches du porche, sirotant un verre d'eau, sentant le soleil réchauffer mon visage en attendant. Pendant que j'attendais, j'ai pensé à Harold. J'ai pensé aux promesses que nous nous étions faites quand nous étions jeunes, stupides et pleins de rêves. Nous avions juré de construire une vie enracinée dans la gentillesse, le respect et l'amour. J'ai réalisé maintenant que quelque part en chemin, cette vie s'était fracturée, non pas à cause du temps ou d'une tragédie, mais parce que les personnes à qui nous avions donné nos cœurs avaient cessé d'honorer ces valeurs. Cela faisait moins mal que je ne le pensais. Les déménageurs sont arrivés, une équipe de 2 jeunes hommes, aux bras forts et au sourire facile. Ils n'ont posé aucune question en chargeant les boîtes et les meubles dans le camion. Je leur ai offert de la limonade, et ils ont accepté avec gratitude, bavardant sur la météo et la saison de football à venir pendant qu'ils travaillaient. Il a fallu moins de 2 heures pour vider la maison. Quand ils ont eu fini, je leur ai donné l'adresse du box de stockage et je les ai suivis là-bas dans ma voiture. Nous avons tout déchargé rapidement, empilant les boîtes proprement à l'intérieur du box. Je les ai payées en espèces que j'avais mises de côté pour les urgences, les remerciant sincèrement pour leur aide. Quand je suis retournée à la maison, elle semblait différente, creuse, résonnante, mais pas triste. C'est comme si la maison elle-même avait attendu ça, aspirant à respirer à nouveau. J'ai traversé chaque pièce une dernière fois, passant mes doigts le long des murs, des cadres de portes, des espaces vides où vivaient autrefois des souvenirs. J'ai laissé une petite enveloppe sur le comptoir de la cuisine, glissée proprement sous le coq, en céramique, que Caroline avait insisté pour garder de ma vieille maison. À l'intérieur se trouvait la clé du box de stockage et un court mot. J'ai déplacé vos affaires au garde-meubles. Le box est payé pour 6 mois. Prenez soin de vous. Rien de plus. Pas d'explication, pas d'excuses, pas d'accusation. Juste la vérité, simple et sans fioriture. J'ai attrapé ma valise dans ma chambre, la même valise cabossée qui m'avait amenée dans cette maison il y a des mois, et je l'ai roulée jusqu'à la voiture. En m'éloignant du trottoir, je n'ai pas regardé en arrière. La maison a rétréci dans le rétroviseur, un endroit qui ne m'appartenait plus, ni moi à lui. Devant moi s'étendait une route ouverte, une nouvelle vie qui attendait d'être revendiquée.
J'ai resserré ma prise sur le volant, et j'ai souri. Ils m'avaient sous-estimée. Ils pensaient que j'étais lente. Ils avaient tort. La journée s'est déroulée dans une paix étrange. Après que tout ait été emballé, stocké et nettoyé, j'ai passé l'après-midi dans le petit café, à quelques pâtés de maison du garde-meuble. Je me suis assise près de la fenêtre, sirotant une tasse de café tiède. Mon esprit étrangement calme. Il n'y avait pas d'anxiété tenace, pas de remise en question. J'avais fait ce qu'il fallait faire, et maintenant, il n'y avait que l'inévitabilité de ce qui allait suivre. J'ai regardé le monde passer derrière la vitre, des enfants à vélo, des couples promenant des chiens, le pouls régulier d'un quartier enveloppé dans ses propres petits drames. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que je n'attendais plus l'approbation de personne. J'avais cessé d'attendre d'être invité dans la vie de quelqu'un d'autre. Je vivais simplement la mienne. Quand le soleil de l'après-midi a commencé à décliner vers le soir, j'ai payé mon café, j'ai laissé un généreux pourboire et je suis retournée vers la maison. J'ai garé ma voiture quelques maisons plus loin, assez loin pour qu'il ne la remarque pas immédiatement. Je ne voulais pas être à l'intérieur quand Caroline et Trevor rentreraient. Je voulais que le silence de la maison vide les accueille en premier. J'ai attendu, observant à l'ombre du vieux chêne d'un voisin, sentant l'anticipation s'installer dans ma poitrine comme un oiseau battant des ailes. Il était un peu plus de 6 heures quand leur SUV a tourné dans la rue. Je pouvais les voir même de ma distance. Caroline, animée au volant, ses mains gesticulant pendant qu'elle parlait, et Trevor, écoutant à moitié, en faisant défiler son téléphone. Ils avaient l'air fatigués, impatients, enveloppés dans leur monde où j'étais devenue une pensée après coup. Ils sont entrés dans l'allée, et pendant un instant, tout était immobile. Puis Caroline est sortie de la voiture. J'ai regardé le changement sur son visage, la confusion d'abord, un léger plissement des yeux, alors qu'elle examinait le porche nu, les pots de fleurs vides, la nudité des fenêtres de devant. Trevor a suivi, plissant les yeux vers la maison. Ils ont échangé quelques mots, vifs, secs. J'ai imaginé les questions qui se formaient déjà sur leurs lèvres. Avait-il été cambriolé? Y avait-il une erreur? Pourquoi leur maison avait-elle l'air abandonnée? Caroline s'est approchée de la porte d'entrée, avec précaution, fouillant dans son sac pour trouver ses clés, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à Trevor. Il lui a fait signe de se dépêcher, sa posture tendue. La porte s'est ouverte, et même de là où je me tenais, j'ai presque pu sentir le choc les submerger, comme une vague. La maison était vide, complètement, totalement vide. Pas de photos encadrées sur les murs, pas de canapé, pas de table à manger, pas de décor soigneusement choisi. Rien que des sols nus et des échos. Ils sont entrés, leur corps rigide, leur tête pivotant, alors qu'ils prenaient la mesure de la dévastation de l'absence. Je suis restée cachée, appuyée contre l'écorce rugueuse du chêne, observant, attendant. Il n'a pas fallu longtemps avant que Caroline ne repère l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Elle l'a ramassée, ses mains tremblant légèrement, et l'a déchirée. Je pouvais voir sa bouche bouger alors qu'elle lisait le court message, son expression passant de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère, en l'espace de quelques secondes. Trevor planait près d'elle, essayant de lire par-dessus son épaule, son visage rouge de frustration. J'aurais aimé entendre les mots exacts qu'ils ont prononcés alors, mais je n'en avais pas besoin. Je les connaissais. Comment a-t-elle pu? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Est-ce que c'est même légal? Ils se démèneraient, non, pour trouver des réponses, des explications, quelqu'un à blâmer autre qu'eux-mêmes.
Il parlerait d'eux de trahison, d'ingratitude, de l'injustice de la situation. Mais au fond, il saurait. Il m'avait mise de côté, m'avait rejetée, m'avait écartée comme gênante et obsolète. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que je parte selon mes propres termes. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie l'audace de récupérer ma dignité sans leur permission. J'ai regardé Caroline s'effondrer sur le sol, maintenant nue du salon, l'enveloppe froissée dans sa main. Trevor faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux, son téléphone déjà pressé contre son oreille, appelant probablement des sociétés de déménagement, des garde-meubles, des avocats. Rien de tout cela ne changerait le fait que la maison n'était plus à eux de commander. C'était une maison autrefois. Maintenant, ce n'était plus qu'une coquille vide, un monument au choix fait et à la gentillesse perdue. J'ai attendu qu'il soit complètement à l'intérieur avant de m'éclipser, retournant vers ma voiture à pas lents et délibérés. Il n'y avait pas de triomphe dans mon cœur, pas de sentiment de jubilation, seulement du soulagement, seulement la satisfaction nette et froide de savoir que je ne les avais pas laissés me diminuer, que j'avais choisi de partir avant qu'ils ne puissent me mettre dehors. En conduisant vers mon nouvel appartement, je suis passé devant les points de repère familiers du quartier. L'école, où Caroline avait autrefois gagné un concours d'orthographe. Le parc, où Trevor avait fait sa demande en mariage sous une canopée de feuilles d'automne. Je me suis souvenu de ces jours doux et vifs, et je les ai pleurés brièvement, de la même manière qu'on pourrait pleurer un ami d'enfance qui est devenu un étranger. J'ai emporté les souvenirs avec moi, mais je ne les ai pas laissés m'ancrer à un endroit où je n'avais plus ma place. Le soleil a baissé sur l'horizon, baignant le monde d'une douce lueur dorée. Un nouveau chapitre commençait, et cette fois, c'est moi qui l'écrirais. La première nuit, dans mon nouvel appartement, s'est déroulée dans un autre genre de silence. Ce n'était pas le silence froid et cassant du sentiment d'être indésirable. C'était un vide paisible, comme la profonde expiration, après avoir retenu son souffle trop longtemps. Je me suis assise au bord du lit de mon petit appartement, le bourdonnement du réfrigérateur en arrière-plan, quelques boîtes non déballées soigneusement empilées contre le mur. Il n'y avait pas de grands meubles, pas de décoration coûteuse, pas de parquet poli brillant sous les plafonniers. Juste 4 murs, quelques affaires et un sentiment de propriété que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cette nuit-là, en regardant par la fenêtre le parking vide, éclairé par la lueur jaune des lampadaires, j'ai su que je devais fermer la dernière porte correctement. Il ne suffisait pas de partir physiquement. Je devais dire au revoir à la vie que j'avais essayé de préserver, aux personnes que j'avais aimées au-delà de la raison, même quand elles avaient clairement montré que mon amour n'était plus suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, comme c'était devenu mon habitude. J'ai préparé un petit déjeuner simple de pain grillé et de café, assise à la petite table de la cuisine qui donnait sur la cour tranquille. J'ai laissé le soleil du matin réchauffer mon visage, le sentant s'infiltrer dans ma peau et mes os, et j'ai pris une décision. Je rendrai visite à l'ancienne maison une dernière fois. Non pas pour me disputer, non pas pour expliquer, juste pour dire adieu à la partie de ma vie qui s'était déjà terminée bien avant que je n'emballe ma première boîte. J'ai conduit lentement à travers les rues familières du quartier. Les arbres qui bordaient les trottoirs avaient mais commencé à changer de couleur, leurs feuilles prenant des teintes d'ambre et de rouge. Un rappel que rien de vivant ne reste jamais le même. Je suis passée devant le petit parc où Caroline avait joué enfant, ses couettes volant alors qu'elle courait vers les balançoires.
Je suis passée devant l'épicerie, où j'avais autrefois passé les samedis matins, à acheter des ingrédients pour des dîners de famille que plus personne ne semblait se souvenir maintenant. Quand je suis arrivée devant la maison, je suis restée un moment dans la voiture, la regardant de loin. Elle avait la même apparence que toujours, bien entretenue, parfaite en apparence. Mais il y avait une raideur en elle maintenant, une immobilité qui n'était pas là avant. Ce n'était plus un foyer, c'était juste une structure. Je suis sortie de la voiture et j'ai remonté l'allée, le gravier crissant doucement sous mes chaussures. Je n'avais rien sur moi. Je n'avais pas de lettre à livrer, pas de discours à faire. Juste moi-même, et la conviction tranquille que je devais à mon passé de lui dire au revoir correctement. La porte d'entrée était verrouillée, bien sûr, mais cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas là pour entrer. Je me suis tenue sur le porche, ma main reposant légèrement sur la rampe en bois délavé, et j'ai fermé les yeux. Je me suis souvenue des Noëls passés blottis autour de la cheminée, riant des terribles blagues d'Harold. Je me suis souvenue des premiers pas de Caroline sur le tapis du salon, de la façon dont ses petits doigts s'agrippaient à l'air alors qu'elle titubait vers moi. Je me suis souvenue des nuits tardives à coudre des costumes d'Halloween, des matins tôt à préparer des déjeuners scolaires, d'innombrables jours d'amour ordinaire et à couper le souffle. Rien de tout cela n'était plus ici. Tout avait vécu en moi depuis le début. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais les larmes ne sont pas venues. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est une gratitude profonde et douloureuse, pour les bonnes années, pour les leçons apprises, même pour la douleur qui m'avait finalement forcé à me choisir. J'ai touché légèrement la porte du bout des doigts, une bénédiction silencieuse, puis je me suis détournée. En redescendant l'allée, j'ai aperçu Caroline debout à la fenêtre, son visage pâle et frappé derrière la vitre. Elle n'a pas ouvert la porte, elle ne m'a pas appelé. Nous nous sommes simplement regardés à travers la distance de tous les choix et de tous les silences qui nous avaient amenés à cet endroit. Pendant un instant, je me suis demandé si elle ressentait du regret, si elle pensait à toutes les fois où j'étais restée éveillée tard pour apaiser ses cauchemars, à tous les matins où je m'étais assise dans des gymnases bondés en applaudissant plus fort que quiconque. Si elle se souvenait à quel point je l'avais aimée, non pas parce que je le devais, mais parce que c'était aussi naturel et nécessaire pour moi que de respirer. Mais ensuite, le moment est passé, et j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance. Le regret est un fardeau privé. Elle devrait le porter ou non, tout comme j'avais porté mon propre chagrin, discrètement pendant tant d'années. J'ai souri, un petit sourire triste destiné uniquement à moi, et je suis montée dans ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière en m'éloignant du trottoir. Le trajet de retour était différent cette fois, plus léger d'une certaine manière. Les rues semblaient plus larges, le ciel un peu plus clair. J'ai allumé la radio et j'ai laissé la musique remplir la voiture, une simple chanson country sur le fait de recommencer. Je me suis surprise à fredonner sans même y penser. Quand je suis arrivée à mon appartement, j'ai garé la voiture et je suis restée un moment, laissant le moteur se taire. C'était chez moi maintenant. Non pas parce que c'était grand ou impressionnant ou rempli de choses, mais parce que c'était à moi. J'ai pris mon sac à main, j'ai verrouillé la voiture et je suis entrée. Jasper, le tabi que j'avais adopté sur un coup de tête au refuge local, m'a accueilli à la porte avec un miaulement endormi. Je l'ai pris dans mes bras, enfouissant mon visage dans sa fourrure chaude, sentant un sentiment de réconfort que je ne savais pas avoir manqué.
Je l'ai reposé et j'ai erré jusqu'au petit balcon, sortant dans l'air doux du soir. En bas, la cour était calme, quelques voisins assis sur des bancs, bavardant et riant. Je me suis appuyée contre la balustrade, les regardant, ne me sentant pas comme une étrangère, mais simplement comme une nouvelle venue trouvant sa place. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était la vie que j'avais choisie, et c'était assez. J'ai fermé les yeux, laissant la brise soulever mes cheveux, et j'ai chuchoté un au revoir silencieux au passé. Il m'avait façonné, mais il ne me définissait plus. Devant moi s'étendait un avenir cousu, non pas d'obligation ou de culpabilité, mais de liberté, d'espoir, et de la joie simple et têtue d'être en vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de l'affronter. La première semaine dans ma nouvelle maison s'est déroulée comme le déballage lent et prudent d'un cadeau longtemps oublié. Je me réveillais chaque matin à la douce lumière qui se déversait par la fenêtre de ma modeste chambre, l'air vif et pur, avec l'odeur de la rosée et des fleurs en bouton de la petite cour en bas. Personne ne frappait à ma porte, pas de soupirs lourds qui attendaient dans le couloir, pas de conversation soigneusement construite, où je devais surveiller chaque mot que je disais. C'était juste moi, et le silence, et la liberté de remplir chaque journée comme je le voulais. Je prenais mon temps pour m'installer. Je ne me suis pas précipitée pour déballer chaque boîte. Je ne me suis pas forcée à décorer ou à organiser immédiatement. J'ai laissé l'espace respirer autour de moi, apprenant à connaître à nouveau le rythme de ma propre vie, pas celui qui est lié aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai accroché quelques photos encadrées, une d'Harold et moi, sur une plage venteuse, il y a des décennies, une de Caroline quand elle était petite, son visage rayonnant, d'une joie pure et simple. Malgré tout, ces souvenirs m'appartenaient toujours, et ils apportaient toujours une douce chaleur, plutôt que de la douleur. Le matin, je sirotais un café sur le petit balcon qui donnait sur la cour. Jasper, mon tabi, se blottissait à mes pieds, ses ronronnements se mêlant au bruit lointain de la ville qui se réveillait. Un camion poubelle qui grondait, un voisin saluant un autre d'un bonjour joyeux, le faible bavardage des enfants qui se rendaient à l'école. Ce n'était pas la grande vie que menaient Caroline et Trevor, avec leurs maisons tentaculaires et leurs voitures rutilantes, mais c'était une vie qui me semblait entièrement, heureusement mienne. J'ai exploré le quartier à pied, me familiarisant à nouveau avec les plaisirs simples d'une promenade sans but. J'ai trouvé une boulangerie à 2 pâtés de maison qui faisait le pain au levain le plus incroyable, chaque miche croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. J'ai découvert une petite librairie indépendante nichée entre une laverie et un salon de coiffure, ses étagères bondées de romans, de livres de cuisine et de recueils de poésie. La femme qui la tenait, Élise, portait des lunettes épaisses et des foulards colorés, et parlait des livres comme certaines personnes parlent de vieux amants, avec révérence, tendresse et une touche de malice. Élise et moi sommes rapidement devenues amies. Cela faisait des années que je ne m'étais pas liée d'amitié avec quelqu'un de nouveau, non pas par obligation, mais par intérêt partagé. Elle m'a présenté à un club de lecture local, un petit groupe de femmes qui se réunissaient une fois par mois autour d'un thé et de trop de pâtisseries. Elles m'ont accueilli sans hésitation, me posant des questions sur mes auteurs préférés et riant facilement à mes blagues sèches. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je me sentais vue, non pas comme la mère vieillissante de quelqu'un, non pas comme un fardeau, mais comme une personne entière, avec des histoires, des opinions
et un avenir encore à écrire. J'ai aussi trouvé un centre communautaire qui proposait des cours d'art, du yoga pour débutants et des ateliers de jardinage. Je me suis inscrite à un cours de poterie sur un coup de tête, me souvenant à quel point j'avais aimé travailler de mes mains quand j'étais plus jeune. La première séance a été un désastre. Mon bol s'est effondré en une masse informe. Mais j'ai ri plus fort cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des années. L'argile collée sous mes ongles, la douleur dans mes bras, à force de pétrir et de façonner, la pure bêtise de tout cela. Cela m'a fait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas réalisé avoir manqué. De retour à la maison, j'ai commencé de petits projets qui m'apportaient de la joie. J'ai planté quelques pots d'herbes aromatiques sur le balcon. Basilic, romarin, thym. Leur parfum remplissait l'air chaque fois que la brise se levait. Un rappel vivant que la croissance, même lente, était toujours possible. J'ai tricoté une nouvelle couverture. Chaque maille, une méditation. Une reconquête silencieuse de la patience qui avait été autrefois utilisée uniquement pour servir les autres, mais qui était maintenant dépensée pour moi-même. L'appartement lui-même a commencé à changer aussi, reflétant la vie qui s'épanouissait en lui. J'ai trouvé des meubles d'occasion, un fauteuil usé mais confortable, une table de cuisine juste assez grande pour deux, et j'ai peint les murs de couleur douce, bleu pâle pour la chambre, un beige sable chaud pour le salon. Il ne s'agissait pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agissait de créer un espace qui me semblait sûr, accueillant et totalement à moi. Parfois, je pensais à Caroline et Trevor. Je me demandais comment ils s'en sortaient, comment ils expliquaient le vide de leur maison à des amis et voisins curieux. Je me demandais s'ils me manquaient, même fugitivement. Mais ces pensées venaient de moins en moins fréquemment, comme des vagues lointaines qui léchaient le rivage, mais ne m'entraînaient jamais. Je ne les détestais pas. Je ne brûlais plus de la colère qui m'avait autrefois poussé à emballer leur vie et à les mettre dans la rue. Je les comprenais simplement maintenant, leurs limites, leurs peurs, leur besoin d'aller plus vite, plus léger, plus libre, même si cela signifiait se délester des personnes qui les avaient aidés à arriver là où ils étaient. C'était leur choix à faire, et ça avait été le mien de partir. Un soir, alors que j'étais assise sur le balcon, avec Jasper ronronnant sur mes genoux, et une tasse de thé à la camomille réchauffant mes mains, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Non pas du bonheur étourdi et fugace de la jeunesse, ni du soulagement épuisé d'un devoir accompli, mais du genre profond et constant qui vient quand on sait qu'on a survécu à ce qui était censé vous briser et qu'on a construit quelque chose de beau à partir des ruines. Les étoiles scintillaient au-dessus de moi dans le ciel de velours, et le doux bourdonnement de la vie autour de moi, des voisins qui bavardent, de la musique lointaine d'une fenêtre ouverte, le bruissement des feuilles, ressemblait à une berceuse. C'était ma vie maintenant. Pas un lot de consolation, pas une pensée après coup réticente, mais un choix que j'avais fait les yeux ouverts et le cœur ouvert. Une vie où je n'étais pas un inconvénient, pas un fardeau, pas un fantôme hantant les rêves de quelqu'un d'autre. J'étais Barbara Miller, 68 ans, résiliente, entière, et enfin chez moi.